L'origine du groupe de travail sur la disponibilité des ressources provient de la question de la faisabilité de la transition énergétique en France en fonction des matériaux nécessaires, notamment les minéraux, dont les métaux. L'objectif est de comparer les quantités requises avec les disponibilités mondiales. Des méta-analyses ont déjà été réalisées, mais elles ne sont pas toujours exhaustives ou reposent sur des études plus anciennes, ce qui rend certains résultats non généralisables. Je suis Philippe Arapu, shifter du pôle énergie. Je coordonne ce groupe de travail disponibilité des ressources qui soutient les travaux du Shift Project. Je tiens à remercier tous les membres de notre groupe, qu'ils soient historiques, actuels ou ponctuels. Et en particulier un grand merci à Étienne et Maxime, présents depuis plus de 2 ans, à Élise et Théo, qui ont permis la création du groupe, et tous ceux qui y ont participé. Aujourd'hui, nous sommes encore majoritairement dépendants des énergies fossiles. Cette étude part du principe que nous avons déjà réalisé les efforts de sobriété et d'efficacité nécessaires pour nous ensevrer, ou presque, d'ici 2050. Nous imaginons donc être en 2050 et nous nous intéressons au mix électrique, en particulier aux ressources nécessaires pour y parvenir. Les quantités de matériaux engagés sont importantes et doivent être mises en perspective avec leur disponibilité, tant en termes absolus que relatifs, car certaines matières seront également requises pour d'autres usages, comme les métaux critiques. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, dans son étude Futurs énergétiques 2050, examine 6 scénarios de production d'électricité bas carbone. Ceux-ci vont de 100% d'énergie renouvelable pour le scénario AM0 à 50% d'énergie renouvelable et 50% de nucléaire pour le scénario N03. L'objectif est d'évaluer l'empreinte matière de chacun et de les comparer. Nous présentons ici les cas limites et dans la zone du plan de transition énergétique actuel du PTEF, entre les scénarios N1 et N03. Notre objectif est de réaliser une analyse exhaustive des matériaux nécessaires pour chaque scénario, afin d'évaluer leur faisabilité. Nous avons principalement étudié les modes de production variables dans chaque scénario, nucléaire, éolien, photovoltaïque, ainsi que les réseaux électriques associés pour chacun. Nous avons évalué les quantités sans prendre en compte le recyclage. À titre de comparaison, pour mettre en perspective les masses impliquées, nous avons comparé ces scénarios avec celles requises pour la transformation du parc automobile français, soit 49 millions de véhicules d'une moyenne de 1,29 tonnes à construire entre 2025 et 2050. Pour chaque mode de production, nous avons considéré les matériaux nécessaires pour fabriquer les infrastructures de production d'électricité bas carbone. Notre ambition initiale était d'aller au-delà des ressources physiques, mais dans cette première étape, nous n'avons pas évalué d'autres ressources comme l'eau, les surfaces ou les compétences humaines requises. Nous n'avons, tel que déjà dit, pas non plus tenu compte du recyclage à ce stade. En utilisant des données réelles et actuelles, provenant notamment des bilans carbone, des analyses de cycle de vie et des données constructeurs, nous avons évalué les quantités de matière nécessaires en tonnes par mégawatt, puissance installée, en tonnes par térawattheure, énergie produite. Cela nous a permis de consolider nos résultats avec d'autres études comme Surfer en France, Tech Data et Breakthrough aux États-Unis, et d'agréger ces résultats au sein d'un simulateur pour obtenir l'empreinte matière par scénario RTE. Quelques exemples concrets de centrales de production d'électricité qui ont fait partie de nos études d'empreinte matière: le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, un parc terrestre éolien, la centrale photovoltaïque de Cestas, le parc nucléaire français. Les principales limites de notre étude sont l'utilisation de données en source ouverte et la difficulté à déterminer les quantités de matériaux critiques, souvent confidentiels. Cette approche a permis d'évaluer au premier ordre les quantités de matières premières nécessaires à la construction de l'infrastructure électrique nationale de 2050 et la transformation du parc de véhicules. Voici l'empreinte matière par moyen de production. On voit que les niveaux de consommation totale sont différentes, avec un minimum pour le nucléaire et un maximum pour l'éolien terrestre. Et que les matériaux les plus sollicités pour le nucléaire sont le béton et l'éolien terrestre, le verre pour le photovoltaïque et l'acier pour l'éolien offshore. Si on retire le béton par moyen de production, l'empreinte matière, on voit que les niveaux de consommation totale sont très différents, avec un minimum
pour le nucléaire et un maximum pour l'éolien en mer. On a un effet d'amplification sur l'écart des quantités requises par térawattheure produit. Si on additionne ces moyens de production par scénario, en gigawatts installés pour produire l'électricité nécessaire en 2050, on arrive à comparer les différents scénarios. De 60 à 120 millions de tonnes de matière en besoin cumulé de 2025 à 2050, soit sur 25 ans. Le scénario M0 nécessite 2 fois plus de matière que le N03. À titre de comparaison, nous observons que le remplacement du parc des véhicules thermiques par des véhicules électriques nécessite plus de matière que pour atteindre le scénario N03 de RTE, et ce uniquement en termes de métaux. En retirant le béton et l'acier pour comparer le reste des matériaux requis et comparer à nouveau, on constate que l'effet est accentué. Cette fois-ci, il faut 3 fois plus de ces matériaux clés pour passer du scénario N03 au scénario M0. Et à titre de comparaison, il faut cette fois-ci plus de ces matériaux clés pour électrifier le parc de véhicules français que pour atteindre le scénario M0. Le risque sur ces matériaux clés est lié à leur disponibilité. Nous allons comparer le ratio du besoin annuel français par rapport à la production mondiale actuelle. On utilisera 2 critères arbitraires mais simples pour évaluer ce ratio, la part de la production d'énergie électrique française par rapport à la production mondiale, la part de la population française par rapport à la population mondiale. Du point de vue de ces matières critiques, même si on sait que certaines sont en cours de substitution ou remplacement, certains scénarios apparaissent plus risqués que d'autres. En rajoutant les véhicules, on constate en regard de ces valeurs que l'aspect mobilité doit être vu dans toutes ces hypothèses. Il faut vérifier toutes les disponibilités, d'où un bouclage global nécessaire à faire sur l'ensemble des besoins matières pour la transition, en plus de ceux déjà identifiés dans cette étude. Celui-ci sera à étendre aux autres critères pour y parvenir, l'eau, les surfaces, les moyens humains. En attendant, pour diminuer le risque d'approvisionnement, se pose la question d'ouvrir des mines de ces matériaux stratégiques en France et en Europe. Nous allons poursuivre cette étude en collaboration avec le Shift Project dans le cadre de la prochaine version du PTEF. Ceci afin d'obtenir un rebouclage général le plus complet et représentatif possible. Merci pour votre attention. Quand on va vers des gisements plus pauvres, il faut plus d'énergie, notamment pour moudre finement le minerai, pour en extraire le métal. Mais au fil du temps, il y a un phénomène contraire qui se passe, qui s'appelle le progrès technique. Et ce progrès technique, il baisse la courbe sur laquelle ça se déploie. Et ça, et les économies d'échelle, quand on fait des mines plus grandes et plus puissantes, avec des machines plus grosses et plus puissantes. Et le résultat, il dépend de la période. Par exemple, pour le cuivre, il y a une période où il y a une forte baisse de la consommation d'énergie par tonne de cuivre extraite, de 70 à 2000, et puis après c'est remonté parce qu'on avait épuisé des gisements, etc. Et donc là c'est remonté parce qu'il y a eu moins de progrès technique pendant cette période. Dans la période qui vient, je pense qu'on a maintenant une batterie de progrès technique qui va arriver et qui va plutôt faire qu'on va avoir moins besoin d'énergie par tonne de cuivre extraite, malgré une baisse qui est relativement limitée. Faut voir qu'en 70, on avait une teneur en cuivre moyenne dans les gisements exploités de 1,7%. Maintenant, on est à 0,58%. Ah oui, c'est énorme comme différence. Voilà, et c'est la même quantité d'énergie et c'est moins de CO2, c'est démontré. Ouais. Et en 2050, ce sera 0,53, donc ça baisse encore, mais pas tellement, parce que là, il y a un effet de masse. Et je pense qu'on va, d'ici là, faire ça avec moins d'énergie et surtout beaucoup moins de CO2, parce que partout, on électrifie les mines. Vous savez, la plus grosse consommation énergétique des mines, 60%, c'est les gros camions qui transportent les tonnes et qui bouffent du diesel ou du fuel lourd en quantité folle. Et ça, on est en train d'électrifier dans les mines partout. Et puis on met des renouvelables. Ouais. En Australie, il y a des projets de gigawatts de renouvelables pour des mines. Donc voilà, on va décarboner aussi la mine et on va donc décarboner la tonne de cuivre extraite. Et juste pour finir sur cette disponibilité, oui. Aujourd'hui, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que du cuivre pas cher, ça, on n'en aura plus.
Donc du cuivre à 8 000 € la tonne ou du cuivre à 8 € le kilo, comme c'est aujourd'hui, ça va être très difficile, pas forcément pour les raisons de production nécessairement, mais pour des raisons d'organisation des marchés. On va être dans des systèmes aujourd'hui qui sont quand même à flux relativement tendu. Les quantités produites annuellement remplissent les besoins annuels. On va vers des procédés, évidemment, où il faut de plus en plus, notamment au niveau des mines et des transformations, notamment hydrométallurgiques, venir recycler l'eau, etc. Ça va complexifier le coût des usines. Et puis, évidemment, il va y avoir tout ce système économique qui se met autour. Et donc, on a vu récemment le cuivre dépasser les 12-14 000 € la tonne. Ça rebaisse un peu. Ça va monter, baisser, mais il y a peu de chances qu'on se retrouve sur des plafonds bas. Cédric n'est pas forcément d'accord, mais... Toute l'histoire des matières premières, c'est des hauts et des c'est des hauts et des bas, mais il y a des moments où ça redescend plus là où ça redescendait quand même. On verra. Je ne sais pas. Rajouter quelque chose? Non. Ok. On parle beaucoup du cuivre, mais est-ce qu'on pourrait juste donner un exemple? Parce que je trouve que c'est très parlant. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'on est passé d'une concentration de 1,5% à peu près à 0,57%. Il y a un autre métal dont vous auriez en tête comme ça un pourcentage, grosso modo? Parce que ça veut dire qu'on remue quand même beaucoup plus de... Ah oui, non, mais ça, c'est inéluctable. Aujourd'hui, on a exploité les gisements les plus riches des métaux de base. Donc, Cédric citait le fer, le cuivre, dans l'Antiquité, c'était des gisements affleurants, c'est-à-dire qu'on voyait le cuivre, pour récupérer certains métaux, contrairement à ce que vous avez dit, on ne doit pas toujours passer par un smelter. Il est des fois métallique dans le sol. On ne doit pas forcément avoir beaucoup d'étapes de raffinage. Mais, donc il était affleurant, on ramassait le cuivre. Ces filons très riches aujourd'hui, mais même de fer, de zinc, etc., on ne les a plus. Donc on est obligé d'aller chercher dans des organisations minérales où la partie qui contient ces métaux est plus diluée. Oui. Donc, il y a un truc qui fait peur, effectivement, c'est que quand la teneur baisse et qu'on veut en plus une quantité qui augmente de cuivre, on va augmenter forcément les déchets. Les déchets qui sont de deux sortes, il y a des déchets solides qui ne sont pas trop embêtants, puis il y a des boues de résidus minières qui, elles, sont embêtantes parce que il y a une réaction chimique qui se passe, ça s'appelle le drainage acide, et ça finit toujours par polluer c'est plus qu'embêtant. Les eaux et les sols. Oui, c'est embêtant. Mais, bien sûr, on a malgré tout l'espoir d'un certain nombre de progrès aussi là-dessus. Par exemple, il y a des tas de déchets qui sont des déchets anciens d'une époque où on ne savait pas extraire le cuivre dans des teneurs trop basses. Et en fait, ces déchets ont encore du cuivre. Ou ils ont d'autres métaux, parce que les métaux, ils arrivent souvent en groupe. Oui. C'est dans les mines de cuivre qu'on exploite le cobalt, en réalité. Donc, on a commencé, dans un certain nombre de cas, à reprendre ces montagnes de déchets pour les retraiter et en extraire d'autres métaux. Et ça, c'est plus rentable que d'aller creuser? Parfois, Oui. ça commence, je dirais. C'est plus rentable et c'est plus responsable, puisqu'on a déjà extrait, extrait la roche, on l'a déjà broyée une première fois, donc on ne recommence pas toute cette activité. Donc aujourd'hui, tout l'intérêt d'aller récupérer toutes ces ressources dont on n'avait pas besoin il y a 20, 30, 40, 50 ans, aujourd'hui, on doit la réévaluer. Et il y a des programmes de réévaluation au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial. Ok. Merci. Camilla Vachet, je me tourne vers vous, sauf si vous vouliez intervenir sur ce qu'on vient de dire. Non, je voulais juste lier ça. En fait, les projets, ils deviennent rentables à différents niveaux de prix. Donc en fait, quand on parlait du fait que le prix il était fluctuant, tout d'un coup, il y a des projets qui voient le jour ou qui se meurent en fonction du prix des métaux. C'est bien un problème. C'est le problème, oui. Gardez la parole, parce que... je me tourne vers vous, on va faire un petit zoom sur Vercors et sur la mobilité, et je vais vous demander quelles sont les dernières évolutions du véhicule électrique et quelles conséquences ça a justement sur votre flux d'approvisionnement, et est-ce que vous arrivez à maintenir la bonne vitesse, et d'ailleurs est-ce que cette vitesse n'a pas changé, je parle de la vitesse de la transition en général. Oui, donc nous, ce qu'on constate un petit peu sur le marché de la mobilité, c'est qu'il y a à peu près 2-3 ans, on pensait que ça allait aller hyper vite. Donc il y a eu énormément de stress justement sur l'approvisionnement en métaux, sur à quel prix, etc.
Finalement, la demande ne s'est peut-être pas matérialisée aussi rapidement que prévu, ce qui est évidemment un frein pour la transition, mais ce qui permet aussi de baisser un petit peu la pression sur justement tous les minerais, le développement. On parlait du fait qu'une mine, ça prend 15-20 ans. Tous les raffinages, c'est 5 ans, 10 ans en fonction du pays dans lequel on est. Donc tout ça, en fait, ça crée un petit peu d'inertie dans le système. Donc ça fait que le fait que la demande est baissée, ça allège toute cette, on va dire, criticité. Par contre, il y a un autre phénomène qui se passe aujourd'hui, c'est que nos constructeurs automobiles européens, ils se retrouvent de plus en plus challengés par les constructeurs asiatiques, qui arrivent avec des voitures à des prix cassés sur le marché européen, ce qui pose beaucoup de questions de compétitivité. Donc, quand il y a 2 ans, ils étaient hyper focalisés sur comment on s'assure d'avoir des métaux pour construire nos voitures électriques, aujourd'hui, c'est comment on s'assure d'avoir des batteries ou, par exemple, des métaux pas chers. Donc en fait, ça redistribue un petit peu les cartes sur quelles sont les chaînes d'approvisionnement qu'ils considèrent, pour lesquelles eux, ils veulent payer, et donc intrinsèquement, le consommateur final est prêt à payer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, nous, on voit être un peu un frein au développement vertueux de la chaîne, et ça nous pousse, nous aussi, à devoir regarder des chaînes d'approvisionnement qui sont peut-être pas les plus optimales, mais qui sont celles qui sont existantes, et de se poser beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on améliore l'existant. En parallèle donc de ça, le fait de regarder des batteries moins chères, on va dire, il y a 2 chimies principales en général, donc le lithium NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, et le LFP, donc lithium, fer, phosphate. Donc en fait, chacune de ces batteries, chimie de batterie... Oui, on explique 2 chimies différentes pour fabriquer des batteries. Pour fabriquer des batteries, c'est assez complexe, il n'y a pas une chimie qui est mieux que l'autre, ça dépend vraiment de l'utilisation, de ce qu'on essaie d'optimiser, des critères aussi réglementaires, ce genre de choses, et évidemment l'utilisation finale du véhicule. Donc ces deux chimies de batterie ont des chaînes d'approvisionnement et donc des minerais différents qui sont utilisés, avec des dépendances géographiques et géopolitiques différentes et des problèmes environnementaux, carbone, etc. différents. Donc on va dire ça, c'est la chose qui s'est passée ces 2 dernières années. On a beaucoup plus de focalisation sur la compétitivité des voitures pour permettre la transition, et donc le fait que les chimies sont peut-être moins focalisées sur le NMC comme c'était prévu au départ en Europe. D'accord, alors je résume. Avant, on pensait que ça serait surtout des batteries nickel, manganèse, cobalt. En Europe. Et aujourd'hui, on s'oriente aussi, c'est plus rééquilibré, vers lithium, fer, phosphate. Exactement. Donc ça change quoi en termes de disponibilité pour vous? C'est plus facile, c'est plus... En fait, chaque chaîne de valeur a ses complexités. Donc, ce que nous, on considère être le problème principal, c'est notre dépendance à des zones géographiques. Donc, en fait, en fonction de la chimie, on va avoir des zones géographiques dans lesquelles on a plus ou moins d'exposition. Et ces zones géographiques, quelles sont-elles? Donc, par exemple, pour le NMC, on va avoir beaucoup de nickel en Indonésie, on va avoir du cobalt en DRC, au Congo, et le manganèse, en général, c'est en Afrique ou en Chine. Mais par contre, tous ces métaux sont raffinés en Chine. Le lithium, lui, vient en général d'Australie pour cette chimie-là, et raffiné en Chine. Encore même problème. Pour le LFP, on va principalement avoir du phosphate soit au Maroc ou soit en Chine. Et le fer, en général, c'est des résidus de production industrielle autres. Et lithium, même chemin. Donc en fait, à chaque fois, on se retrouve à avoir des zones géographiques minières différentes, mais tout le raffinage passe souvent par la Chine. D'accord. Et donc, ça, en termes, pour vous, vous gérez ça comment? Est-ce que c'est un problème? Et comment vous le gérez? Alors oui, c'est un problème de résilience. Et c'est un problème de résilience parce que toute dépendance est problématique. S'il y a une disruption, aujourd'hui, on constate quand même énormément de discussions en termes de géopolitique entre les US, la Chine, etc., même l'Europe et la Chine. Et tout ça, en fait, ça crée pour nous des risques. Donc évidemment, nous, l'idée, c'est d'essayer de trouver des chaînes d'approvisionnement alternatives. Mais on se retrouve souvent en fait confronté au fait qu'il n'y a personne qui a la maturité pour produire à un niveau de raffinage qui est suffisant pour la batterie. Parce que c'est vraiment, en fait, la transformation finale est assez précise et compliquée. Donc c'est pour ça que, on en reparlera après, mais le fait que des mines se développent dans d'autres pays avec aussi les capacités de raffinage dans d'autres pays, ça c'est des projets que nous on soutient à fond, nous, avec notre chaîne de valeur. Alors ça pose aussi la question du recyclage.
Juste pour justement revenir sur la complexité des chaînes de valeur et le fait qu'on a deux chimies aujourd'hui qui se font un peu compétition en fonction des usages, on avait énormément misé sur le NMC au niveau mondial pour certaines raisons de capacité des véhicules électriques. Du coup, notamment certains pays comme le Congo ont mis beaucoup de capacités en place pour produire du cobalt. Aujourd'hui, on en a besoin de moins. Du coup, les prix du cobalt baissent. Et on en aurait donc normalement trop. Mais du coup, le Congo a décidé d'arrêter les exports de cobalt pour refaire monter les cours. Et donc, on voit bien là que la disponibilité, ce n'est pas du tout une question de qu'est-ce qu'on a dans le sol ou même qu'est-ce que les mines sont capables de produire, mais qu'est-ce que décident les marchés sur la mise à disposition de ces matières pour des clients suivants. Oui, parce que finalement, si on s'est tourné plus vers les batteries LFP, c'était parce qu'elles étaient moins chères au départ. Ouais. Et donc, mais comme les prix remontent pour les autres batteries, mais c'est plus compliqué parce qu'en fait, elle est peut-être moins chère, mais elle n'offre pas tout à fait les mêmes performances. Donc, en fonction de l'utilisation de la batterie, le LFP ne peut pas répondre à tous les usages, mais il va répondre à certains. Et alors, laquelle des deux chimies est la plus recyclable, si je puis dire? Alors, pour le coup, aujourd'hui, à cause du coût des métaux, etc., ce qui est le plus intéressant, c'est le NMC. Parce qu'aujourd'hui, le nickel et le cobalt ont des valeurs résiduelles assez importantes, ce qui fait qu'en fait, le fait de les récupérer, de les re-raffiner pour arriver à les réintégrer dans les batteries, ça fait du sens économiquement. Par contre, le fer et le phosphate, leur valeur intrinsèque est trop basse. Donc en fait, de rajouter les coûts de raffinage nécessaires pour les réintégrer, ça n'a pas de sens. Donc en fait, aujourd'hui, si on veut créer plus d'indépendance et plus de recyclage et plus sur les minerais, le NMC a plus d'intérêt au niveau européen sur ce sujet-là. Alors, les deux vont coexister. Hein. Il est plus compliqué techniquement de recycler les NMC, mais techno-économiquement, aujourd'hui, hors Chine, le recyclage des LFP, qui est beaucoup plus simple en termes de chimie, n'est pas viable. C'est toute la complexité de ces systèmes. Donc, quand on a des métaux pas chers dans des objets, d'un point de vue marché, une fois encore, leur recyclage n'est pas économique. Ce n'est pas des problèmes de savoir-faire chimiste ou technologique, c'est vraiment des organisations de marché. Parce que là, si on parle du recyclage, soyons clairs, c'est aussi parce que ça répond à la disponibilité plutôt que de dépendre des pays, des pays lointains, notamment asiatiques, on pourrait se dire, recyclons. Mais quel est le principal problème finalement du recyclage en dehors de ceux que vous avez évoqués? Donc il y en a. Le premier, c'est la disponibilité des choses à recycler. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on va recycler, c'est les déchets de production. Donc par exemple, nous, quand on produit une batterie, évidemment, on n'a pas un yield à 100%. Donc ces déchets-là sont recyclés, mais ils ne sont pas non plus très importants en termes de quantité. Donc le moment là où on aura beaucoup de choses à recycler, c'est quand les batteries seront en fin de vie. Aujourd'hui, on estime que les batteries, tu me corriges, c'est à peu près 15 ans, sauf que les tests qu'on fait, ça a l'air d'être plutôt des fois 20 ans. Donc ça veut dire qu'en termes de disponibilité de choses à recycler, le gros va venir dans 20 ans. Donc avant ça, on n'aura pas une boucle fermée ou quoi que ce soit. Et deuxième aspect aussi, c'est qu'en fait, les matières recyclées, elles sont plus complexes à gérer. Donc en fait, on a un taux maximum qu'on peut utiliser aujourd'hui, basé sur la technologie existante, quand on les réintègre dans les batteries. Pour que ce soit rentable. Juste pour redonner un ordre de grandeur, comme aujourd'hui on est dans des croissances à 15%. Et si on voulait atteindre le 100% de véhicules thermiques 2035, il faudrait, vu le retard qu'on prend, il faudrait viser plus. 15% de croissance annuelle, c'est un doublement des besoins tous les 5 ans. Si on reprend les 15 ans de durée de vie d'une batterie, quand je vais la recycler, mon besoin, tant qu'on n'est pas sur le plateau, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas que des véhicules électriques, il aurait été multiplié par 12. Donc même si je récupérais 100% des matières de 100% des batteries, je n'aurais que 12,5% des matières pour fabriquer mes nouvelles batteries. Donc la transition sur ces nouvelles technologies ne peut pas reposer sur un modèle bâti sur le recyclage. Par contre, il est indispensable de le mettre en place dès aujourd'hui pour les rebuts de fabrication et surtout pour être prêt, pour avoir les outils au moment où on aura les batteries et on a le temps de se forger notre expérience avec les petits flux qui arrivent progressivement. Alors, justement, on va parler quand même quelques minutes de ce qu'essaye de mettre en place l'Europe, même si, vous direz ce que vous en pensez. Donc, il y a un règlement européen de mars 2024 qui s'intéresse à ça et on va se demander s'il est réaliste et dans quelles conditions.
D'abord, il faut dire qu'en France, l'extraction de minerais métalliques sur le territoire est très faible, puisqu'elle représente, il y a un volume simplement de 0,2 millions de tonnes par an. C'est bien ça? Bauxite principalement. Et ce que demande le règlement européen, c'est que pour les 17 matières stratégiques, il y a un objectif de parvenir à l'horizon 2030 à assurer la consommation annuelle de l'Europe pour au moins 10% par de l'extraction sur le sol européen. C'est bien ça? Alors, les chiffres sont bons, la terminologie que vous utilisez ne l'est pas, c'est-à-dire que la réglementation européenne sur les matières premières critiques n'oblige pas à 2030 d'être à ces 10%. Elle met des cibles de 10%. Elle met une cible de 10%, qui est vraiment un objectif qui permet potentiellement de guider l'innovation, de guider l'analyse des pistes, donc notamment associée à cette cible des 10%. L'Europe, par contre, demande, et là c'est réglementaire, à tous les États membres de mettre en place des programmes de compréhension de leur sous-sol. Donc on appelle ça des inventaires des ressources minérales. Et donc la France vient de remettre en place un inventaire de ressources minérales. Donc ça, c'est la partie réglementaire du critical raw materials, de la réglementation européenne sur les matières premières critiques. Mettre en place la connaissance du sous-sol pour justement voir. D'accord. Et avoir un objectif, je termine juste, de 10% d'extraction, oui, de 40% de transformation, voilà, sur le sol européen et au moins 25% un recyclage effectué dans l'Union européenne. Alors là aussi, c'est 25% de matières recyclées dans les produits fabriqués. D'accord. Donc c'est pas forcément, ça peut être un marché qui est mondial. De toute façon, les marchés des métaux sont mondiaux. Donc la cible, c'est que tout produit utilisé en Europe contienne 25% de matières recyclées. Donc ça se présente comme une réponse à la disponibilité, dont on parle depuis tout à l'heure, pas physique mais géopolitique. Est-ce que ça vous paraît réaliste ou pas? Il faut travailler au cas par cas. Il y a énormément de métaux pour lesquels ça ne sera pas possible. On vous l'a dit, le nickel, le manganèse, le cobalt, le lithium, tous ces métaux qui ont des croissances aujourd'hui à 2 chiffres, on ne pourra pas atteindre ces taux-là. Le cuivre, quelque part, on y est déjà. D'accord. Le cuivre, on y est déjà, et c'est comme M. Jourdain, on ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le cuivre qu'on appelle primaire, donc qui ressort des usines qui sont positionnées les plus hauts dans l'extraction minière, on renvoie tous les mauvais produits de cuivre, etc. Et donc ce cuivre, qui initialement était le cuivre vierge, contient déjà parfois 20 à 30% de cuivre recyclé, mais il n'y a aucune traçabilité. C'est-à-dire, il n'y a aucun certificat qui peut le prouver. Les estimations, c'est quand même qu'un tiers du cuivre vient du recyclage à peu près. Oui, sans certificat, personne ne peut le garantir. Et un producteur de cuivre raffiné, certains mois il sera peut-être à 10, certains mois il sera à 40, 50, mais aujourd'hui la traçabilité serait trop complexe à mettre en place. C'est le cuivre qui est raffiné, c'est pas le producteur ou bien? Camilla voulait réagir sur le règlement européen. Pour faire simple, je dirais que c'est un peu irréaliste. En tout cas, moi, je parle des métaux qui sont dans notre chaîne. On a le cuivre aussi. Pour le coup, le nôtre, il est 100% recyclé, mais c'est assez lié aux chaînes d'approvisionnement et à l'efficacité économique du sujet. Pour tous les autres, en fait, je ne vois pas comment on aurait tout ça sur le sol européen, raffiné, transformé, etc. Par contre, comment est-ce qu'on améliore notre résilience en général et on amoindrit notre dépendance mondiale? Ça, par contre, il y a des choses à faire. Il y a des pistes qui sont déjà en cours. Le gouvernement est souvent partout dans le monde pour essayer justement d'améliorer un peu nos relations diplomatiques aussi avec certains pays qui sont riches en ces minerais pour s'assurer donc que s'il se passe quelque chose, on aurait toujours cette disponibilité. Mais de tout faire en Europe, déjà économiquement, il n'y a personne qui voudra payer pour une voiture électrique. Cédric, vous voulez réagir aussi là-dessus? La situation de l'Europe n'est pas exactement celle de la France quand même. En France, oui, on a pratiquement abandonné toute la métallurgie, sauf peut-être la bauxite. En Europe, il y a encore des choses. Il y a des choses en Suède, il y a des choses dans les pays de l'Est. Il y a des zones où il y a de l'exploitation, il y a du minerai de fer, il y a des terres rares qui commencent, etc. Donc il y a des potentiels très importants. Mais on n'est pas à 10%. Sur les batteries, c'est un peu la complexité de l'Europe. Évidemment, ces 10, 40 ne sont pas atteignables.
il y a un règlement batterie, par contre, qui lui fixe des valeurs réglementaires sur les taux de matières recyclées aux différents horizons qui sont plus réalistes, c'est-à-dire qui tiennent plus compte... Mais peu importe dans le monde. Mais voilà. Mais ils tiennent compte aujourd'hui, ils tiennent beaucoup plus compte de la croissance des flux qui arriveront au recyclage et du fait qu'on va arriver à garder ces batteries sur le sol européen, etc. Donc on n'est pas à ces hauteurs-là, on est dans les 6-10% et pas dans les 25%. Voilà. Mais alors finalement, ce règlement, il est là pour... Parce que si tout le monde dit qu'il est irréalisable, irréaliste... Encore une fois... il montre une voie... Non, les 3 chiffres... parce qu'il y en a un 4e que vous n'avez pas cité. Ces chiffres-là 10, ne sont 40, pas... 25. Non, c'est les 65 de dépendance à un seul pays. Oui. 65% de dépendance à un seul pays. Ces chiffres-là ne sont pas des cibles réglementaires. Oui. La loi ne dit pas qu'il faut atteindre ces valeurs-là. La loi dit juste, faites l'inventaire de ce que vous avez. La loi dit, il faut faire tout ce qu'on peut pour arriver à atteindre ces valeurs-là, sachant que sur des métaux, le fer avec le nord de l'Europe notamment, peut-être le nickel même plus avec la Finlande parce qu'on ne va pas y arriver, mais il y a des métaux où on peut y arriver, il y a des métaux où on ne pourra pas y arriver. Lesquels? Non, mais c'est principalement le fer où on pourrait y arriver. Les 10%, c'est pour être sur le fer. Si on voulait, avec les capacités, l'aluminium, on pourrait, mais ça ne... Je veux dire que malheureusement, avec l'organisation des marchés, ça n'a pas d'intérêt économique. S'il y avait une loi qui l'obligeait, on pourrait. Mais nous en subirions tous les conséquences financières, par contre. Et le raffinage, il y a un moment où il faut être réaliste. Quel est l'intérêt de transporter à travers les océans un concentrat minier juste pour venir le raffiner en Europe pour dire qu'on a 40% de raffinage? Donc, il faut aussi que ce raffinage il soit cohérent avec les transports. Ça dépend, c'est une dépendance géopolitique. Si on est en guerre avec ce pays ou en froid... Oui, puis certains de ces concentrés sont de toute façon déjà transportés sur les océans, du Chili vers la Chine, par exemple. Oui, mais il vaut mieux aller le lithium, il vaut mieux aller de l'Australie à la Chine que de l'Australie à la France, par exemple. Bon. La transition vers Élodie Huet est toute trouvée, puisque Élodie va nous présenter un projet qui répond au joli nom de Émilie. Alors, est-ce que c'est pour être attractif? On ne sait pas. Rimer avec Élodie. Voilà, c'est pour rimer avec Élodie. Et donc, c'est le projet d'une mine de lithium dans l'Allier. Et Élodie, je vous passe la parole. Merci. Donc effectivement, joli nom de Émilie pour extraction du mica litinifère qui se trouve dans notre sol de l'Allier, en Auvergne. Donc je tiens à préciser que je ne suis experte en rien sur le sujet, donc voilà, soyons clairs. Mais j'ai participé au débat public sur le projet d'ouverture de ce projet minier. Donc voilà, je vais vous parler un peu de notre expérience sur le terrain vis-à-vis de toutes ces choses dont vous venez de nous parler, mais qui semblent assez génériques et assez peu terre-à-terre pour les utilisateurs et les consommateurs dans leur quotidien. Donc déjà, je vais remettre un petit élément de contexte. Donc aujourd'hui, dans l'Allier, on a une carrière à ciel ouvert sur le territoire d'Échassières qui est en cours d'exploitation. Qui extrait du kaolin, qui est donc un matériau qu'on utilise notamment pour fabriquer de la vaisselle. Voilà. Et on sait déjà depuis fort longtemps, puisqu'il me semble que c'est une étude du BRGM qui avait fait ces analyses, sous cette carrière, on a un sol qui est très riche en lithium, de l'ordre de 1%. Donc comme vous le comprenez, 1% aujourd'hui, c'est une concentration qui est assez importante. Effectivement, c'est la fête. Et donc, il se trouve dans un mica qui n'était pas exploité jusqu'à présent parce que peu intéressant d'un point de vue économique, des problèmes aussi techniques sur la technologie. Maintenant que les technologies ont évolué, que les besoins aussi ont évolué, l'exploitant actuel, qui est donc Imerys, s'est dit que ça devenait intéressant d'exploiter les sous-sols.
et donc a déposé un projet d'exploitation de ce sous-sol à visée 2028. Donc actuellement, le projet pilote, donc, qui va permettre de tester à la fois la technologie et la faisabilité du projet, est en cours d'autorisation et devrait voir le jour officiellement d'ici la fin de l'année. Donc on est vraiment, là on a des échéances de temps qui sont assez courtes. Et on a participé donc en tant que shifter l'année dernière au débat public qui a eu lieu donc du 11 mars au 31 juillet. Et actuellement nous sommes en cours de concertation continue que nous avons commencé là, courant mai. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le débat public. Les mots nous parlent, mais concrètement, nous, on ne savait pas ce que c'était avant de participer. Donc, je pense que c'est quand même important de repréciser que le débat public, aujourd'hui, c'est une obligation réglementaire qui est imposée par le Code de l'environnement pour un certain nombre de projets, plans ou programmes qui ont une composante et des impacts sur notre environnement. Le débat public, c'est quelque chose qui intervient très en amont en fait des projets, donc avant qu'il y ait toutes les autorisations ou que le projet soit défini de manière claire et précise. Et il va permettre à la fois d'informer les gens directement concernés, qui sont sur les territoires concernés par les impacts, mais aussi d'apporter une forme de participation, puisque là, dans le cadre du projet Émilie, le porteur de projet a été obligé de tenir compte des conclusions du débat public dans son projet. Et je reviens dessus un peu plus tard. Et donc, ce débat public est organisé donc avec des garants qui sont choisis par la CNDP, qui est donc la Commission nationale du débat public, qui est un organisme national indépendant, qui est là pour garantir que tout se passe comme ça doit se passer, et que les responsables font ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire prendre en considération les données du public, et surtout de retranscrire tout ce qui s'est dit pendant un débat public, parce que vous imaginez bien que pendant tous ces mois, il s'est dit beaucoup de choses. Et donc nous, en tant que shifter, on a participé sous différentes formes. On a eu l'occasion donc de déposer une contribution écrite qui s'appelle un cahier d'acteurs, donc que j'ai avec moi s'il y a des gens qui sont intéressés de voir à quoi ça ressemble à la suite. On a participé à différentes réunions. On a aussi été demandé comme intervenant sur une des réunions pour présenter quelles étaient les alternatives technologiques en fait à l'utilisation du lithium, ou comment on pouvait extraire le lithium autrement que dans cette mine, par exemple. Donc tout ça, ça a été très intéressant de participer sous ces différentes formes. Et donc ça s'est clôturé en juillet, où on a révisé notre cahier d'acteurs au regard de tout ce qu'on avait appris pendant le débat public, parce que forcément, entre la découverte du projet et la fin du débat, notre réflexion aussi a évolué. Ici, je vous ai mis une représentation graphique qui est extraite de la synthèse de la CNDP, qui permet de placer les acteurs en fait, qui ont participé au débat public selon deux axes. Donc, selon la vision qu'on a à l'échelle nationale et donc du modèle de société auquel on tend, ou plutôt l'échelle locale et territoriale sur quel est l'avenir du territoire, enfin quel avenir on veut pour notre territoire. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, les acteurs, ils sont quand même répartis sur une diagonale. Donc ce qui veut dire qu'il y a une cohérence entre la vision nationale et territoriale. Il n'y a pas de grands écarts. Par contre, on voit qu'il y a un écart clair entre les acteurs, puisqu'on a des acteurs qui vont vraiment être pour, quelles que soient les conditions, et d'autres qui vont être contre, quelles que soient les conditions. Nous, on est plutôt au milieu avec un oui mais localement. Mais donc ça, c'était un des enseignements du débat qui était intéressant. Mais les autres enseignements du débat que nous, on a trouvé intéressants aussi, c'est tout d'abord la CNDP en elle-même. Découvrir cet organisme qui gère le débat public, ça a été assez impressionnant parce qu'ils ont une capacité de synthèse et de retranscription et surtout d'impartialité et de professionnalisme qui est extraordinaire. Donc c'est une instance qui est un peu sur la sellette en ce moment vis-à-vis du gouvernement, et nous, vraiment, il faut les soutenir parce que c'est une instance qui est importante pour nous citoyens, pour être informés sur ce qui peut nous impacter et pouvoir prendre part à tous ces projets.
On a trouvé aussi que ça manquait de publicité, c'est-à-dire que nous, avant de venir dans ce débat, on n'avait jamais entendu parler de ça. Donc ça manque de visibilité, parce que je pense que si on demandait dans la salle, il y a peu de gens qui ont entendu parler de ce genre de choses. Et donc pour nous, c'est une réglementation qui est pertinente. Alors certes, ça allonge un peu les durées pour la mise en place de projets, mais d'un autre côté, on considère que ce sont des choix de société et qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de l'extraction minière sans que ça nous impacte. Et donc quel choix de société on veut, enfin, il faut qu'on participe à ces choix-là et que ça ne soit pas juste une décision qui soit prise à l'échelle nationale sans concertation. On a senti du côté du public que les gens avaient besoin et voulaient absolument être informés et comprendre en fait de quoi on parlait. C'était pas juste de dire oui, on va extraire du lithium pour mettre dans vos voitures électriques. Non, ils voulaient comprendre comment on extrait le lithium, à quoi il va servir, comment ça va se passer sur les différents sites, quels sont les impacts concrets qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'on va faire après de cette mine. Enfin, il y avait vraiment des questions très pointues et nous, on a été assez étonnés justement de voir que des gens, des citoyens lambda se sont saisis du projet, qui est un projet industriel assez technique, et que chacun avait des questions hyper pointues sur des sujets. Les gens ont vraiment cherché à comprendre les choses et ils voulaient absolument avoir une garantie sur la transparence du projet, avoir une visibilité sur comment ça allait évoluer, qu'est-ce que ça allait donner. Et notamment, ils voulaient des garanties aussi de l'État sur un certain nombre de points, notamment sur le transport par exemple, puisque le projet nécessite des investissements de la part de la région et de l'État pour la réhabilitation de lignes ferroviaires. Donc là, ce n'est pas que le porteur de projet, hein, il y a une grosse responsabilité de l'État aussi. Mais en tout cas, voilà, les enseignements de ce débat nous montrent que le citoyen a envie d'être impliqué dans les projets, veut prendre sa part et peut accepter un certain nombre de contraintes, mais pas à n'importe quel prix. Donc oui, les ressources sont disponibles. Oui, il faut qu'on fasse la transition, mais il faut qu'on choisisse aussi de comment on veut faire cette transition et quels impacts on peut accepter, à quel prix en fait. Merci beaucoup. Alors peut-être garde le micro parce que là on va un petit peu réagir, si vous le voulez bien, à ce qu'a dit Élodie. Moi j'ai une première question, c'est qu'on a vu sur le schéma tout à l'heure là que ceux qui étaient très fortement opposés, c'était les agriculteurs et les riverains. Enfin, je ne sais pas si on m'entend. Oui, les agriculteurs et les riverains. Globalement, pourquoi est-ce qu'ils avaient une opposition aussi forte? Parce qu'ils étaient informés? Alors, ils étaient informés, mais on va dire que localement, la plus grosse problématique, c'est la disponibilité en eau. Les projets miniers nécessitent quand même des quantités d'eau non négligeables qui vont être du coup captées soit dans des nappes phréatiques, soit dans des cours d'eau. Donc là, en l'occurrence, sur des bassins Sioule et Allier. Qui sont des cours d'eau sur lesquels aujourd'hui les usages sont déjà à leur maximum. On ne peut pas aujourd'hui rajouter un acteur, un nouvel usager sur ces captations. Et donc ça veut dire que pour rajouter un usage, il faut que les autres soient prêts à diminuer leurs quotas. Donc ça veut dire que l'organisation, les agriculteurs, les communes ou tout ce qui est attrait à la pêche doivent autoriser à avoir des quotas diminués pour que cumuler ce quota donne un nouvel usager. Et donc cette problématique de l'eau, alors nous en tant que shifter, c'est pas notre credo, donc on n'est pas intervenu sur ce sujet à proprement parler, mais on l'a découvert dans le projet. Et c'est vrai que ça pose question, parce qu'aujourd'hui, sur des périodes d'étiage, donc c'est-à-dire à la période de l'année estivale la plus basse en termes de niveau d'eau, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus assez d'eau? Est-ce qu'on est prêt à avoir moins d'eau en tant que citoyen?
parce que l'industriel doit ou dans les champs ou dans les champs, voilà. Parce que et donc ça pose des vraies questions d'usage. Est-ce que vous voulez réagir les autres? Oui. Enfin, nous, on est intervenus dans le débat public en tant qu'Ofremi uniquement sur les aspects techniques. Nous, on ne se positionne pas du tout sur les aspects du projet. Moi, je veux juste revenir sur certains chiffres. Aujourd'hui, les chiffres annoncés de pompage dans la rivière, c'est 0,1% du débit. Non, voilà, non, parce qu'on dit au moment de l'étiage, on pompera toute l'eau. Il faut faire attention. On pompe. Je ne me positionne pas sur. On pompe 0,1% du débit de la rivière. Ça, c'est juste factuel. C'est les débits. Voilà. Donc, il faut faire attention quand on dit ils vont pomper toute l'eau. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est 0,1% du débit de la rivière. Ensuite, opposition des riverains. C'est opposition des riverains qui se sont exprimés dans le débat public. Donc déjà, c'est pas représentatif, et même au niveau national. Cédric et moi, nous sommes intervenus dans certaines réunions, c'est pas forcément des fois très calme. Il faut voir aussi quand même que vous l'avez bien reprécisé, cette mine sera sous une carrière déjà en exploitation. Donc l'activité minière en elle-même, l'activité de carrière, qui est celle qui va extraire la roche en dessous, les gens la connaissent. C'est énormément de personnes autour de ces endroits-là travaillent pour ça. Et cette partie-là de la population n'est pas opposée à ce projet. Par contre, là où il y a évidemment des impacts, et tu l'as bien dit, c'est sur les aspects infrastructures autour, où il va falloir venir créer des routes, des voies ferrées, à minima une voie ferrée. Et ça questionne d'autres aspects que purement la mine. Voilà. Alors on laisse Elodie répondre. Et la particularité, donc, c'est que vous en parliez tout à l'heure, c'est que là le projet prévoit aussi le site de concentration justement du minerai. Changé de place du coup. Et qui a changé de place du coup. Et donc ça veut dire qu'en plus de l'exploitation de la carrière, donc il a, c'est vrai, enfin de la mine qui est sous la carrière, on a forcément des impacts qui sont déjà existants, donc on va limiter au niveau de ces impacts-là. Mais comme il y a un autre site qui, lui, va nécessiter des infrastructures qui sont quand même assez conséquentes et une utilisation d'eau, à l'échelle de la population locale, ça veut dire qu'on va réindustrialiser. Mais donc les gens ont perdu l'habitude, quelque part, d'avoir de l'industrie autour de chez eux. Donc il y a ceux qui sont pour que ça revienne, et il y en a quelques-uns qui sont effectivement contre. Alors, nous, en tant que shifter, localement, on a décidé de ne pas se positionner ni pour ni contre. On n'est pas là pour choisir, pour faire ce choix-là. On était là plutôt pour faire de l'analyse et mettre en avant un certain nombre de points pour la décarbonation. Et donc, effectivement, pour l'électrification, on va avoir besoin de lithium. Le lithium, quitte à l'extraire, peut-être que c'est quand même plus intéressant de l'extraire dans un pays où la réglementation est assez contrainte. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, une mine propre aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, il y aura des contraintes, mais donc, quelles sont les contreparties qu'on peut proposer aussi aux gens localement et les informer. Et je pense que la transparence, c'est un point crucial pour l'acceptabilité. En fait, je pense que l'acceptabilité sur les territoires, quels que soient les projets, elle doit être prise en compte dès le début et on doit mettre en place des choses pour que les gens comprennent quels sont concrètement les impacts, qu'on soit transparent avec eux, parce que les gens sont prêts à comprendre et à accepter. Mais pour ça, il faut qu'on leur donne les moyens de le faire. Alors, on a glissé tout doucement vers le prochain chapitre du débat, qui était la question des critères environnementaux qu'on a effleuré jusqu'à maintenant, mais qui est quand même très importante. Donc, évidemment, comme vient de le dire Elodie, c'est mieux si on, enfin c'est mieux, c'est indispensable si on respecte les critères environnementaux de la mine, qui est une activité qui a beaucoup d'impact. Quelles sont les conséquences économiques Camilla, est-ce que chez Vercors, vous vous posez ce genre de questions? Oui, bien sûr. Enfin, déjà, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on ouvre une mine dans un pays développé comme la France, où ça coûte plus cher d'employer des gens, l'énergie coûte plus cher, etc., forcément, même avant les critères environnementaux, ça va avoir un impact sur le prix. Ensuite, après, il y a tous ces critères environnementaux qui, pour nous, sont quelque chose qui est très positif et qu'on cherche justement à mettre en œuvre. Donc, à toutes choses égales par ailleurs, nous, on préfère une mine sur un territoire comme la France, par exemple. Cela dit, ce qui est compliqué, en effet, c'est la partie économique du sujet. Là, c'est un peu difficile de se positionner sur ce projet puisqu'on n'est pas en 2028.
Donc en fonction On n'est pas quand on n'est pas donc le projet, lui, il va vivre et se développer, mais avant qu'il soit capable de nous approvisionner, par exemple, on est en 2028-2029. Oui. Donc, est-ce que le projet et la structure de coût de ce projet va être intéressante économiquement? Ça dépendra de la tension sur le minerai du lithium dans le monde à cette échéance. En général, les nouveaux projets qui sont développés dans des endroits qui ont des critères environnementaux plus élevés, etc., ou même juste à cause de la question de teneur aussi en lithium, sont plus chers. Donc, c'est-à-dire que tous les nouveaux projets qui sont ajoutés au niveau mondial ont une tendance à être plus chers. Mais en fait, ils viennent aussi assouvir une demande plus importante, et donc ça corrèle avec le prix. Donc je pense qu'en 2028, il est possible que cette mine soit compétitive. Et c'est ce que nous, on pense, en tout cas. Soit quoi? Compétitive, en termes de prix. Oui. Et si je peux compléter, donc ça j'en ai pas parlé dans la présentation, mais aujourd'hui le projet, le porteur de projet, donc Imerys, a choisi de s'engager donc sur une norme qui est plus contraignante que la réglementation toute simple, qui s'appelle la norme IRMA, parce qu'il y a eu des modifications au niveau du code minier récemment, du coup pour justement tendre vers un système d'exploitation moins sale, si je puis dire. Mais la norme IRMA rajoute un niveau, du coup, sur justement tout ce qui est RSE, environnement, social, et donc aussi avec la participation du public et l'implication du public territorial dans les projets. Et donc, on a envie de croire qu'aujourd'hui, le porteur de projet veut s'engager dans cette voie et a une volonté réelle d'apporter de la transparence. Maintenant, voilà, on attend de voir dans les faits comment ça se concrétise, parce que eux comme nous, c'est quelque chose qui est nouveau. Et donc on le voit bien là dans les réunions qu'on a, les réunions publiques qu'on a avec eux, que tout le monde tâtonne un peu, on ne sait pas trop comment ça marche en vrai. Et donc c'est une découverte qui va se faire à la fois pour le porteur de projet et pour le public. Je peux rajouter un? Oui. Sur ces sujets-là, nous, c'est quelque chose. C'est pas juste parce qu'ils sont IRMA, etc., que nous on considère ça comme suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, tous les acteurs qui sont dans notre chaîne, on va aller les auditer. Et donc des fois, ça veut dire qu'on va aller auditer un tiers 7 dans notre chaîne à l'autre bout du monde. Mais en fait, pour nous, ça, c'est une gestion du risque, une compréhension de ce que nous, on expose, enfin, ce que notre chaîne de valeur expose comme risque, et que ce soit au niveau humain, au niveau biodiversité, au niveau eau, etc. C'est des choses que même pour une mine en France, on ne se permettrait pas de ne pas faire, en fait. Ça, c'est hyper important. Et je pense que ça revient au point aussi, Elodie, c'est que même nous, en tant qu'acteurs privés, on va tenir cette mine, donc ce fournisseur, pour nous, responsable de leurs engagements, et c'est important qu'on le fasse pour justement aller au bout de tout ce qu'ils ont promis aussi. Mais si je comprends bien, ça reste quand même un pari. C'est pas, si le projet se fait, c'est pas écrit que ça sera économiquement compétitif en 2028. Ils ont quand même fait des calculs sur cette base. Oui. Donc il y a plein de projections de l'évolution des prix du lithium, etc. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est censé l'être. Stéphane ? Encore une fois, on en revient au marché, ça dépendra du prix du lithium à ce moment-là. Voilà. Le prix du lithium, en ce moment, il fait du yo-yo, comme l'a mentionné Cédric tout à l'heure. Il peut être à 12 € le kilo, il peut monter à 70, 120 € le kilo, puis redescendre en un mois à 50, et puis potentiellement 4 mois après, repasser à 15. D'accord. Donc, il faut se dire que quand on lance l'ouverture d'une mine, on a un investissement initial qu'on doit rentabiliser sur un certain nombre d'années. Si le lithium sur les marchés il vaut 15 ou s'il vaut 60, le temps de retour sur l'investissement initial, il y a un facteur 4. Donc quand on investit des centaines de millions d'euros dans un projet comme celui-là, il faut qu'on ait une garantie sur le retour de l'investissement dans un nombre d'années raisonnable, et donc il faut faire des paris sur les cours des métaux. Voilà. Non, mais ce qui est important aussi, c'est qu'il faut derrière que le consommateur assume cette responsabilité. Et paye plus cher. D'où toute la complexité du fameux 10% d'extraction dont on a parlé tout à l'heure, qui n'est pas une exigence, mais qui est un objectif. Voilà. Voilà. Cédric, vous vouliez réagir ? Je trouve ça bien que les associations d'environnement soient vigilantes sur un projet de cette nature. Et peut-être que la position du Shift lui permet
d'être mieux entendu par les gens. Le fait de ne pas prendre position pendant un certain temps, peut-être ça permet de mieux faire passer les explications. Mais je pense qu'il vient un moment où il faut prendre des responsabilités. C'est-à-dire, pour moi, le shift, c'est quand même sortir des fossiles, aller vers les énergies renouvelables, ou en tout cas l'énergie bas carbone. Ça, faut le dire. S'électrifier. Et parce que le problème numéro 1 reste le changement climatique. Et on n'y arrivera pas sans voitures électriques, parce qu'on a 1 milliard de voitures dans le monde, 1 pour 2 en France. Donc vous auriez si avec la sobriété on arrivait à descendre à 1 pour 5, ce serait très bien, mais on sera 10 milliards dans le monde, donc 1 pour 5, ça fait 2 milliards de voitures, donc ça fait le double d'aujourd'hui. Donc dans le monde de demain, il y aura au moins autant de voitures qu'aujourd'hui, y compris avec tous les efforts de sobriété, s'ils produisent les résultats qu'on en attend, ce qui est discutable. Et donc il faudra les électrifier, sinon on aura une dépense de pétrole et des émissions de CO2 absolument considérables. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut prendre position. Cette mine, sur bien des côtés, est tout à fait exemplaire. Si on ne fait pas celle-là, on n'en fera jamais aucune en France. Et moi, je pense qu'il faut la faire. Alors, Élodie, on laisse Élodie répondre, puisque et c'est pour ça que je pense que c'est important que le public il soit impliqué dans ces projets pour comprendre. Parce que on se rend compte aujourd'hui sur le terrain que, en fait, la question de base, c'est comment sortir des énergies fossiles. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le public, il n'a pas en tête cette problématique-là. Et donc, si on n'a pas le problème de base, si on n'a pas le contexte dans lequel on est, qui est reposé dès le départ, et que les gens ne l'ont pas compris et intégré, il n'y a pas de débat derrière, on ne peut pas discuter, parce que globalement, les gens qui sont à la campagne, ils n'ont pas de voiture électrique, et ils ne vont pas acheter de voiture électrique parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, il faut... Et c'est pour ça que nous, c'est la mission qu'on s'est donnée, c'est d'être présents pour parler du sujet de la décarbonation, mais surtout pour apporter de l'information et que les gens comprennent pourquoi il faut faire ça. Sans pour autant prendre position, parce que ça aurait pu biaiser... Eh ben, disons qu'on n'est pas là pour braquer les gens non plus, quoi. Et voilà. Et donc, si on veut pouvoir continuer de s'adresser à tout le monde, que ce soit Stop Mine, que ce soit Protégeons la forêt des Colettes, ou que ce soit Orail qui est pour le projet, ben, il ne faut pas qu'on soit braqué en disant « Nous, la transition, ça sera coûte que coûte ». Non, il faut rester dans l'écoute et dans l'information et expliquer c'est quoi le problème de la transition. Aujourd'hui, le réchauffement climatique... Bah, et les énergies fossiles, c'est pas une évidence encore pour tout le monde, malheureusement. Merci. On va aborder la dernière phase de notre débat, juste avant de vous passer la parole, puisque vous allez pouvoir poser des questions à tout le monde, ainsi qu'à Philippe et à Laurent, à qui je tourne le dos. Finalement, on a beaucoup parlé de l'attitude des marchés et moins du rôle des politiques publiques. Est-ce que, si j'essaye de résumer, il n'y a pas de problème de disponibilité physique, quand bien même la teneur diminue, hein, qu'est-ce qui peut, aujourd'hui, il y a une phrase qui m'a énormément marquée quand on a préparé cette table ronde. Stéphane, vous avez dit... je crois que c'est vous qui avez dit ça, s'il n'y avait pas la Chine, et donc cette dépendance géopolitique, hein, on devrait diviser par 2 le rythme de la transition. C'est vous qui avez dit ça ? Je ne sais plus si c'est moi ou pas moi, mais aujourd'hui, ouais. C'est... Et donc, comment... Voilà. On ne peut qu'adhérer. Voilà. Donc, c'est un peu terrible. Et donc, est-ce que les marchés sont partis dans la bonne direction ? Sinon, comment faire pour les aider ? Et est-ce que les politiques publiques n'ont pas un rôle à jouer déterminant de ne pas tout le temps changer de cap et déjà d'avoir un cap clair ? Il y a 2 aspects dans votre question. Il y a la politique publique et il y a la réalité industrielle. Aujourd'hui, la position de la Chine, elle vient d'une décision politique de la Chine par rapport à son industrialisation et elle vient d'un choix d'une industrie hors Chine de se reposer énormément sur la Chine et quelques autres pays de la région sur la production des métaux à une époque, dans les années 80, où ça nous arrangeait bien de laisser ces activités ailleurs. Donc, encore une fois, quelque part, ce n'est pas la politique, c'est les marchés qui se sont organisés. Notamment pour des raisons environnementales. Les consommateurs, à l'origine, ils n'ont pas regardé les raisons environnementales. Ça a été un impact qui en a découlé. Les consommateurs
le consommateur cherche toujours à avoir le meilleur produit pour le moins cher. La Chine a pris une place qu'on lui a laissée. Aujourd'hui, sur le raffinage des terres rares qui servent à faire les aimants permanents, c'est la France qui a développé les premières usines industrielles. Et elles tournent encore, elles sont en train d'être rénovées à La Rochelle. Aujourd'hui, c'est Solvay qui les a, avant c'était Rhodia. C'est la France, c'est cet industriel français qui est allé installer les premières usines en Chine. Et la Chine les a développées, a mis les mines à côté, etc. Donc aujourd'hui, la position de la Chine, on lui a laissé. Et quelque part, elle en a profité. Aujourd'hui, on décide d'une transition qui repose sur des matières, est-ce que c'est une coïncidence ou pas, mais qui repose sur des matières dont la Chine a un quasi-monopole, ou en tout cas dépasse souvent les plus de 60%. C'est 65% la notion de monopole au niveau européen. Donc, bêtement, on se retrouve avec des technologies dans lesquelles la Chine a le contrôle, soit à la mine, mais encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout au raffinage. Et du coup, étant donné qu'en plus on se met des périodes très courtes, nous, pour réaliser cette transition, avec aujourd'hui des constructeurs automobiles qui sont taxés, pénalisés, s'ils n'ont pas les quotas de vente de véhicules électriques, etc., le seul choix qu'ils ont aujourd'hui, c'est de s'approvisionner sur les marchés existants. Et s'approvisionner sur les marchés existants, aujourd'hui, c'est des marchés qui passent par la Chine. Donc aujourd'hui, on a mis en place depuis quasiment 5 ans la volonté de développer les chaînes de valeur au niveau européen et au niveau français. Je pense que la France a une des dynamiques les plus importantes et en plus cohérente. Camilla est là pour le prouver. Donc à la fois les gigafactories, donc la capacité de fabriquer les batteries, mais ces usines-là doivent être alimentées par des produits très particuliers. Dans un premier temps, l'Europe va encore dépendre de ces produits. On a mis en place, on a demandé des projets pour fabriquer ces produits qui alimenteront les gigafactories. Et puis on commence à mettre des projets qui vont alimenter les usines qui font ces produits intermédiaires. Et échelon ultime, on met en place potentiellement des projets de mines de lithium qui viennent compléter. Mais nous n'aurons pas les mines de nickel, de cobalt, de manganèse. Nous n'aurons pas les mines de phosphate en France. Si on part sur le fer phosphate, nous n'aurons pas les mines de fer en France. Donc il y a toujours un moment où on va dépendre. La question qu'il faut se poser, c'est comment on organise finalement qu'on sécurise ça. Et c'est là où la France met en place la diplomatie des ressources, que Camilla a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'essayer de s'associer avec d'autres pays qui ont les mêmes valeurs que nous, notamment au niveau environnemental, social et gouvernance, pour aider certains pays dans lesquels il y a les ressources à produire selon nos standards. Merci. Camilla, justement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ça, de quelque chose qui va dans le bon sens? De ça, exactement. Oui. J'allais répondre à la question initiale. Et non, mais sinon... Oui. En fait, je voulais d'abord réagir sur l'autre point. En fait, le gouvernement, nous ici aujourd'hui, on parle de transition énergétique, mais en fait, le gouvernement, il ne prend pas des décisions uniquement en fonction de ça. Il va aussi essayer de réindustrialiser la France, il va aussi essayer de gérer les diplomaties, la géopolitique mondiale, etc. Si on voulait juste accélérer la transition, mais on n'importe que des voitures de Chine, et puis on en a plein pas cher sur le marché. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est fait de manière responsable? Est-ce que c'est vraiment en ligne avec une transition fair, on va dire? Ça, je ne suis pas aussi sûre. Donc en fait, à chaque fois, on est en train de trouver un équilibre entre tous ces paramètres, et c'est ce que le gouvernement essaie de faire aussi avec différentes réglementations, directives, etc. C'est pas facile. Ça va peut-être ralentir la transition, mais ça va peut-être la faire d'une meilleure manière. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de le voir. Et après, sur ta question... Tu voulais un exemple de diplomatie minière. Un des grands exemples, c'est en Indonésie, par exemple. C'est aujourd'hui le plus grand producteur de nickel au monde, et c'est là aussi où se développent le plus les mines. Donc toute la croissance vient de ces pays-là. Par contre, la façon dont c'est fait, c'est pas nécessairement tout à fait en ligne avec nos standards. Il y a quand même énormément de déforestation et d'atteinte à la biodiversité. Il y a beaucoup de sujets de pollution, etc., qui sont liés à cette expansion. Donc le fait que la France aille là-bas pour essayer de faire de la diplomatie minière et que nous, en tant qu'acteurs, on aille poser des contraintes qui sont différentes de ce que les acteurs ont l'habitude d'avoir, c'est ça qui peut un peu faire changer la donne et faire en sorte que les minerais qui arrivent en Europe sont
un peu mieux que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Merci. Cédric. Si je peux dire un mot sur l'importance des politiques publiques. Je crois qu'on a une décision qui a été prise en Europe qui est très importante, qui est la fin de la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035. Et il y a maintenant un courant à droite, à l'extrême droite, pour remettre ça en cause. Et je ne sais pas si ça touchera des fractions à gauche, comme les ZFE ont été éliminés par une coalition LFI-RN et une partie des LR. Je pense que c'est très important, cette mesure. Et j'ai envie de dire, c'est la réponse aux inquiétudes d'un Jean-Baptiste Fressoz qui dit les énergies s'accumulent toujours. Dans le passé, oui, parce qu'on n'a jamais décidé qu'on allait en finir avec telle ou telle source d'énergie. Là, la décision qui est prise au niveau mondial, c'est dans les COP, c'est de tourner le dos aux fossiles pour aller vers des énergies bas carbone pour arrêter le dérèglement climatique. Et cette décision de dire on ne vend plus de voitures thermiques neuves à partir de 35, c'est un élément important pour aller dans cette substitution de véhicules électriques qui vont consommer de l'électricité bas carbone plutôt que des combustibles fossiles et émettre du CO2. Voilà, donc pas de backlash là-dessus. Pardon ? Surtout pas de retour en arrière sur ce serait absolument catastrophique, et je pense que ce serait absolument pas dans l'intérêt de l'industrie française qui quelquefois effectivement a l'air de vouloir hésiter, mais maintenant a aussi trop investi dans l'électrique pour reculer. Ce serait une erreur tragique à tout point de vue. Oui. Je suis d'accord avec le fait que ce serait tragique. Je pense qu'un des arguments principaux du secteur automobile, c'est aussi la défense des emplois actuels. Et donc, ils se retrouvent souvent à argumenter que finalement, le changement vers l'électrique, c'est plus compliqué que ce qu'ils avaient prévu. Ils sont plus en retard que les acteurs asiatiques sur le sujet. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une tension avec la réglementation sur ce sujet. Et moi, je pense que la tension est bonne parce qu'elle force tous les acteurs à aller dans la bonne direction. On verra ce qui se passe sur cette réglementation, mais j'espère qu'elle ne bougera pas en tout cas. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet ? Non ? Je suis d'accord avec Cédric sur le fait qu'il ne faut pas décaler 2035. Enfin, juste quand même, puisqu'on était sur les politiques publiques, la France a mis en place une énorme infrastructure autour des matières premières critiques, justement pour renforcer nos différentes filières industrielles et notamment autour de la transition énergétique. Donc l'organisme, enfin l'entité que je dirige en fait partie, mais on a aussi un délégué interministériel qui gère toute la diplomatie des ressources qu'a mentionné Camilla, pour nouer les bons partenariats avec les pays qui vont permettre de nous approvisionner dans des matières sur lesquelles on met des critères importants. On a énormément d'investissements en France. Bon, Vercors en est un exemple. Mais aujourd'hui, on les a mis à tous les échelons de la chaîne de valeur des batteries. De la mine de lithium jusqu'à la gigafactory. Il y a des projets vers Bordeaux pour des produits intermédiaires, il y a énormément de projets dans le nord de la France sur tous les autres échelons. Et donc il y a une entière cohérence. Sur les aimants permanents des moteurs, on fait exactement la même chose à tous les niveaux. Quand on peut avoir les usines, on les a. Et la semaine dernière, à Choose France, a été annoncé pour les gens qui sont dans ces chaînes de valeur, un projet capital pour l'Europe. C'est une petite usine qui va transformer les terres rares de l'oxyde au métal. Il n'y avait aucune usine en Europe, en EU27, capable de faire ça. Et sans l'accès à ces terres rares métalliques, on n'a pas les aimants permanents. On ne peut pas fabriquer, nous, en Europe, les aimants permanents pour mettre dans nos voitures. Donc il y a toujours une brique qui vient après l'autre, et à l'arrivée, c'est 1 milliard ici, 2 milliards là, 100 millions là, mais aujourd'hui, ils sont mobilisés. Ok. Merci. Il faut qu'on passe aux questions. Et Cédric, vous... Oui, ok. Donc c'est Laurent qui est le maître des questions. Je me fais le relais des questions qui ont été posées avec le QR code qui est là-haut. En forçant un tout petit peu le trait, là, mais encore une fois, je me fais le relais des questions qui sont posées. On peut avoir le sentiment, là, à l'issue de la table ronde qui vient d'avoir lieu, que finalement, ça va bien se passer, que tout va bien. Qu'on aura assez de minerais, que voilà.
Est-ce que on peut nuancer un petit peu cette impression en prenant en compte plusieurs choses qui ont été remontées, les impacts environnementaux au sens large, la consommation d'eau, on en a parlé, l'emprise au sol, les conséquences humaines de l'exploitation des mines. Et puis, question corollaire, est-ce qu'il ne faut pas quand même qu'on s'interroge sur les quantités qu'on demande en creux? Est-ce qu'il ne faut pas faire preuve d'un peu plus de sobriété, de diminution de la taille des voitures, par exemple, ou de choses comme ça? Peut-être que je peux répondre sur la partie disponibilité de métaux et minerais. Je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, on a uniquement abordé le fait qu'on ait assez de l'atome, on va dire, qui représente, en ligne avec notre besoin. Par contre, nous, ce qu'on voit tous les jours dans notre chaîne de valeur, c'est qu'on n'a absolument pas suffisamment de minerais critiques ou de métaux critiques qui sont en ligne avec nos demandes environnementales. C'est-à-dire que là, par exemple, ça c'est un exemple parfait. Si on regarde le lithium, la consommation en eau d'une mine, l'impact sur la biodiversité et sur les populations indigènes ou locales, ça aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'approvisionnement mondial qui est au niveau attendu. On peut appliquer ça à tous les métaux, c'est une des plus grosses problématiques. Et aujourd'hui, il y a certains qui essaient de classifier différentes provenances sur ces échelles. Et je peux donner par exemple un exemple. Nous, on a dans notre chaîne, on est en train de commencer un approvisionnement d'une mine de nickel en Finlande, qui évidemment a un standard, mais complètement différent de ce qu'on peut avoir sur le reste de la mine. Et même en termes d'empreinte carbone, on est à des niveaux que personne d'autre au monde arrive à faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, en effet, on est en manque drastique de ce type de projet. Mais c'est aussi les projets qui sont justement en cours de développement, en cours de maturation, et c'est ça qu'on attend beaucoup dans les prochaines années. Pour revenir sur cette disponibilité aujourd'hui, il faut bien voir que toutes les voitures électriques que vous achetez aujourd'hui, à quelques pourcents près, contiennent des matières qui ont été extraites, raffinées, intégrées quasiment jusqu'au moteur, voire à la voiture, dans 4 ou 5 pays à l'arrivée, qui seront l'Indonésie, le Myanmar pour les terres rares et la Chine derrière. Donc, où les questions environnementales, quand vous achetez votre voiture aujourd'hui, est-ce que vous vous posez ces questions? Donc, aujourd'hui, si on se posait vraiment les questions environnementales sur la voiture électrique, on n'en achète pas. Aujourd'hui, on n'achète pas de voiture électrique sur l'aspect impact environnemental de sa production. De son usage, évidemment, mais de sa production, non. Donc, je vais un peu dans le trait, Cédric, tu pourras le balancer si tu veux, mais il y a eu encore récemment à l'OCDE une présentation de l'extraction des terres rares au Myanmar. C'est un désastre environnemental. Et ça arrive dans les véhicules d'aujourd'hui. Peut-être pour nuancer un petit peu, là on parle que de ce qui est extrait pour les batteries, mais pour construire une voiture thermique, on extrait plein d'autres choses. Oui. Donc, je ne dis pas le contraire. Je dis les voitures électriques achetées aujourd'hui, sur leur fabrication, n'ont aucun standard environnemental. Cédric. Oui, alors moi je me méfie quand même beaucoup de l'effet pervers de ce discours qu'on est en train de développer ici. Si on regarde froidement les choses, la consommation d'eau des mines, c'est 0,1%, tu as donné le chiffre tout à l'heure pour la Sioule, mais c'est vrai dans le monde entier en fait, c'est 0,1% de l'eau. L'agriculture c'est 70%, les centrales thermiques c'est 30%, et les centrales thermiques dans la transition énergétique elles vont disparaître, et leur consommation d'eau elle va disparaître. Donc on va avoir de l'eau pour ça. Après on en aura moins à cause du changement climatique, mais on en aura plus à cause de la disparition des centrales thermiques. Si vous regardez le document que j'ai évoqué, qui est le Global Resource Outlook de l'UNEP, vous voyez que l'effet des mines sur la biodiversité au plan mondial, c'est très petit. C'est très petit à côté de tout ce qu'on fait dans l'agriculture et la pêcherie. C'est très petit. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas. Localement, évidemment, c'est important. Mais au niveau global, ça n'est pas un des facteurs majeurs. Le changement climatique, lui, est un facteur majeur d'érosion de la biodiversité. C'est un des 4 facteurs majeurs. Ce n'est pas le cas des mines. Donc il faut ramener les choses à des justes proportions. Et je dis que le discours de... la question que tu poses, est-ce qu'il ne faut pas des voitures plus petites? Oui, idéalement, et même que des vélos, si on pouvait. Mais... je crains l'effet pervers, c'est-à-dire que les gens, on va les contraindre sur beaucoup de choses. Si on refuse de faire des grosses voitures électriques, ils achèteront juste des grosses voitures thermiques plus longtemps. Je pense qu'on ne peut pas les contraindre dans tous les compartiments du jeu. Alors c'est vrai qu'en France, on a
En Europe, on a d'abord fait des grosses voitures luxueuses et chères, et donc les gens ne sont pas contents, ils voudraient des petites voitures. Et ça, je suis évidemment d'accord, les petites voitures arrivent, heureusement, et on a besoin de petites voitures électriques, bien sûr. Mais dire il faudrait faire que ça, par exemple, je pense que ça ne répond pas aux besoins réels. Il y a des gens qui ont des besoins de petites voitures, ou pas de voiture du tout. Quand on habite dans le centre d'une grande ville, on n'a pas forcément besoin d'une voiture. Il y a des gens qui habitent à Paris et partent en vacances en TGV, et puis ils ont une résidence secondaire, ils ont besoin de transporter rien. Puis il y en a d'autres, ils n'ont pas ces moyens-là, ils partent en vacances, ils emportent toute la famille et le matériel de camping, parce qu'ils vont camper, et ben ils ont besoin d'une assez grosse voiture, qu'on le veuille ou non. Voilà, donc il faut se méfier des idées toutes faites, et laisser les gens définir eux-mêmes un peu leurs propres besoins, mais il faut les encourager à aller vers l'électrique. Et je pense qu'il faut surtout que les industriels ils aient une offre qui soit plus diversifiée. C'est aussi ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut que les marchés aussi s'adaptent et changent, parce qu'aujourd'hui, donc, ce qu'on a découvert avec Camilla, nous, quand on a travaillé sur le projet de mine, c'est qu'aujourd'hui, le minerai qu'on va extraire chez nous dans l'Allier, il a une telle qualité et il va coûter tellement d'argent qu'il ne pourra pas avoir d'autre destination qu'une grosse voiture qui coûte de l'argent et qui rapporte. Or, les gens, ils n'ont pas... Bah, en tout cas, c'est ce que... Non, ça c'est pas ça, parce que s'il est produit, c'est qu'il est compétitif sur le marché, et donc il sera compétitif pour les usages. C'est plutôt que le raffinage qui est prévu, c'est du lithium hydroxyde, ce qui a plutôt une tendance à aller vers des voitures plus puissantes. Oui, c'est la forme du produit qui est choisie. Mais le projet de cette mine en particulier. C'est pas une qualité intrinsèque, c'est un choix. Mais c'est parce que quand le projet a été décidé, c'est le marché qui existait pour cette filière-là. Et donc on en revient au problème du marché et de l'offre. La question qui s'est posée quand même pendant le débat, c'était justement la question de l'usage. Et donc extraire, oui, mais pour faire quoi derrière? Donc là, on est au-delà du projet, on est vraiment sur la stratégie globale. Et donc la voie du shift project et des shifters de dire, bah oui, il faut aller extraire des matériaux, mais pour quel usage? Et donc réduire le poids des véhicules pour que justement pour la même quantité de matière finalement on fasse plus de mobilité, ben, ce poids-là il est hyper important et il faut absolument qu'on insiste là-dessus, parce que si c'est pour continuer à faire des gros SUV, ben, en fait ça n'ira pas. Quatrième salve d'applaudissements pour Élodie. On va passer à une autre question. Oui, parce qu'il y a Élise qui me fait des grands signes comme quoi il nous reste 4 minutes. 4. Une question peut-être un peu plus rapide. Le phosphate des batteries LFP va-t-il entrer en concurrence avec l'agriculture? Oui. Oui. Non, mais c'est important comme sujet. Ça, c'est un sujet qu'on regarde sur tous les minerais, on va dire. Et justement, le phosphate, un des problèmes, c'est qu'il est souvent utilisé donc, dans des engrais. Et donc la question c'est est-ce que ça va être en compétition, et éventuellement un des aspects que ça pourrait, si on parle marché, si tout le monde veut la même chose, le prix va déterminer qui va l'avoir, donc est-ce qu'on va plutôt vouloir manger ou se déplacer? Ça va un peu guider les flux. Pour équilibrer, par contre, le phosphate qu'il faut pour les voitures, il faut qu'initialement il ait une très bonne qualité. On peut en faire avec n'importe quel phosphate, mais ça va être compliqué. Donc, avec l'utilisation du phosphate dans les véhicules, aujourd'hui, il y a certains gisements de phosphate qui n'étaient pas intéressants économiquement à exploiter à l'époque et qui maintenant le deviennent. Notamment au Canada, ils ont énormément d'une ressource de phosphate qui est super pour ça. Et du coup, ça ne fera pas concurrence avec l'automobile. Une autre question. Avec l'agriculture. Une autre question. Allez, une pour finir, mais qui va être, à laquelle vous avez déjà partiellement répondu. Comment se fait-il qu'on se retrouve avec le fait que la Chine soit en quasi-monopole du raffinage sur quasiment tout? Et quelles leçons, finalement, peut-on en tirer pour l'avenir, pour nous, Français ou Européens? La Chine a la particularité d'être un pays gouverné différemment de l'Europe. C'est bien dit. Et le fait est que le côté positif, c'est qu'en fait, ils font des plans d'investissement sur 5 ans auxquels ils se tiennent et qui déploient. Et donc avec une vision très long terme de ce qu'ils veulent faire. Donc en fait, le développement de la voiture électrique, etc., ils l'ont en fait fait pour eux
améliorer leur souveraineté et leur indépendance. Mais ça fait 10 ans qu'ils l'ont fait. Et donc, quand ils font les choses, ils ne font pas les choses à moitié. Ils subventionnent énormément tous les secteurs. C'est-à-dire que tout le secteur de la batterie est hyper subventionné en Chine pour donc atteindre ces plans. De la même manière, ils ont fait des investissements dans toutes les mines du monde, à peu près. Donc, en fait, c'est juste le résultat de ils l'ont fait, on l'assume et on n'a rien fait. Ils ont un modèle économique qui s'appelle l'intégration et qui leur donne toute la force. La Chine, historiquement, et quelqu'un dans la salle est mieux placé que moi pour en parler parce qu'il a beaucoup étudié, mais initialement la Chine produisait des matières premières. Les matières premières, les cours varient, on ne sait jamais comment on va les vendre ou pas. Ils ont commencé à les raffiner. Là, on commence à maîtriser un peu plus de marché. Ils se sont dit, tant que faire de les raffiner, je vais les mettre dans les produits semi-finis, puis je vais les mettre dans les aimants, dans les moteurs, dans les voitures, et je vends les voitures. Quand vous vendez une voiture, que votre lithium initial, il vous ait coûté 5 € ou 25 €, ça ne va rien changer. Quand vous êtes producteur de lithium, si vous le vendez 5 ou 25 €, vous coulez ou vous faites fortune. Et donc, en intégrant, finalement, en vendant le produit final, vous vous permettez d'être pas rentable sur la mine, le raffinage et les premières transformations. Or, dans notre économie, où chacun a sa part d'autonomie, où on achète, on vend, il faut que chaque étape soit rentable et évidemment fasse des marges. C'est pour ça que leur modèle il est compétitif, qu'ils ont pu se positionner globalement et qu'aujourd'hui, ils ont la maîtrise sur la majorité des filières stratégiques. Et du coup, quand même, peut-être pour finir, Cédric, est-ce que tu vois de cet exemple chinois là, des leçons qu'il faudrait qu'on tire pour l'avenir, encore une fois, France et Europe gouvernance, du coup. Faire un plan et s'y tenir. Merci beaucoup à Merci. toutes et à tous. Merci. On termine avec 2 minutes d'avance.